Donc, sur la partie urbaine des agglomérations, l'avantage des mobilités douces est considérable en matière de desserte des établissements scolaires. On a pu le voir avec la présentation de Madame Rossignol ce matin. Ceux-ci sont en règle générale à proximité des domiciles des élèves. Mais au-delà du cœur urbain, quels peuvent être les freins au développement de l'usage des mobilités douces dans les déplacements scolaires, dans les zones rurales ou en périphérie d'agglomération? Dans ces cadres-là, les zones de recrutement sont très vastes. Les élèves sont transportés collectivement sur des distances parfois longues. Les infrastructures qui pourraient permettre l'usage du vélo en assurant la sécurité des enfants ne sont pas suffisantes. Dans ce cadre, il nous semble très important de rechercher une meilleure articulation entre les modes doux et les transports en commun qui restent indispensables. Nous souhaitons à l'ANATEB que ces réflexions se fassent dans un climat apaisé, bien loin des prises de position parfois catégoriques qui excluent le transport collectif d'enfants comme une des solutions disponibles pour baisser les émissions carbone. On sait que de nombreuses familles empruntent encore leur voiture personnelle pour amener leur enfant à l'école. Et quel serait le bilan carbone de la mobilité si chaque parent utilisait son véhicule? Euh, Chaque jour, rappelons-le, c'est 4 millions d'élèves qui se rendent à l'école et vous imaginez que s'il n'y avait pas de transport collectif, le bilan carbone ne serait pas très reluisant. Donc, dans cette intervention, il y aura deux points essentiels. D'abord, le transport scolaire, ben, rappeler que c'est une réalité sociale. Il ne faut pas sous-estimer cet aspect-là. La distance entre le domicile et l'établissement scolaire est un indicateur crucial à prendre au sérieux et à suivre de près. Deuxièmement, comment favoriser l'articulation entre les modes de transport qui ne sont pas forcément concurrents et quelles sont les complémentarités possibles? Le transport scolaire est une réalité sociale et spatiale et c'est là sa mission. Il irrigue un territoire souvent rural dans des territoires où les services publics ont depuis longtemps disparu. Il permet à des centaines de milliers de familles d'être rassurées, de savoir que leurs enfants pourront accéder à l'enseignement en toute sécurité. Par sa fonction, il contribue à la réduction des inégalités entre les élèves urbains et les élèves ruraux, les élèves résidant à proximité de leur école et ceux qui ne peuvent pas y accéder par leurs propres moyens. L'INSEE montre que les territoires ruraux désignent désormais 88% des communes en France et seulement 33% de la population. Or, l'idée qui dit qu'on va habiter à la campagne pour respirer un air pur n'est pas vraiment représentative de ce que nous enseignent les statistiques des territoires ruraux. Ces territoires concentrent aussi des difficultés sociales. Et j'en prendrai un indicateur. Plus on s'éloigne des pôles, plus il y a d'ouvriers et moins il y a de cadres. 7% des personnes en emploi sont cadres, dans le rural autonome très peu dense, seulement 7%. Dans ce contexte social qui renvoie à des inégalités sociales, le transport scolaire représente soit la seule solution pour les élèves d'aller dans leur établissement, et on parle ici de clientèle captive ou plutôt d'usagers scolaires captifs, soit le transport scolaire constitue pour les familles une alternative crédible à la voiture solo des parents. On ne le sait pas assez, mais 81% des couples avec enfants sont localisés dans les territoires ruraux. La distance domicile-établissement est donc la principale limite pour le développement des mobilités douces, le vélo ou la marche. Dans le rural, 3/4 des collégiens et un tiers des écoliers sont scolarisés hors de leur commune de résidence en 2018, soit 3 fois plus que les élèves urbains. Les communes rurales ne disposent pas toutes d'une école et certains élèves, les plus jeunes donc, de 3 à 10 ans pour les écoles primaires, bénéficient même de ce qu'on appelle des regroupements pédagogiques intercommunaux dispersés qui nécessitent obligatoirement de services de transport dédiés.
Je ne veux pas en rajouter avec les chiffres, mais rappelons quand même que les écoliers ruraux parcourent en moyenne 9,5 km pour rejoindre leur école. Et cette distance ne varie guère selon le type de commune rurale. Ensuite, avec l'entrée au collège, évidemment, la part d'enfants non scolarisés dans leur commune de résidence est multipliée par 2,3. Et les trois quarts des jeunes ruraux de 11 à 14 ans rejoignent ainsi tous les jours un établissement scolaire situé hors de leur commune de résidence, comme un quart des jeunes urbains, contre un quart des jeunes urbains, avec un recours bien évidemment nécessaire au transport scolaire. Lorsqu'ils sont scolarisés dans une autre commune, les collégiens de l'espace rural parcourent des distances un peu plus supérieures aux écoliers, 11 km en moyenne. Cette distance moyenne varie de 13,9 km dans les communes rurales autonomes très peu denses à 10,5 km dans celles avec une plus forte influence des pôles. D'autre point, l'entrée au collège rallonge à nouveau les déplacements domicile-école, domicile-études plutôt qu'école, domicile-lycée des jeunes ruraux. Presque tous les jeunes ruraux doivent changer de commune, soit proche, pratiquement 94%, contre moins de la moitié des jeunes urbains, quel que soit le type de commune rurale de résidence. Les distances à parcourir pour rejoindre le lycée sont le double de celles des collégiens, avec 23 km en moyenne. Notons quand même, c'est représentatif, pour les lycéens, le maximum qu'un lycéen résidant dans le rural autonome très peu dense parcourt en moyenne est de 31 km par trajet. Et on imagine là mal devoir prendre son vélo chaque matin pour se rendre au lycée. Donc, quelle articulation du transport scolaire avec ces modes? L'ANATEP, déjà en 2008, lors de son congrès de Montpellier consacré à l'écomobilité scolaire, mettait en avant la notion de pertinence des modes de transport en fonction des distances à parcourir et de l'environnement. Plus ou moins rassurant, on l'a vu dans les interventions précédentes. Dans sa résolution, l'association a insisté sur une exigence. Cette écomobilité adaptée et sécurisée s'appuiera sur la complémentarité entre les différents modes de transport alternatifs à la voiture. Transport collectif, carapate, caracycle, engin personnel de déplacement, etc. Notamment au regard de la distance domicile-école, et elle favorisera le développement durable de nos territoires et la réduction des émissions de CO2. Cette résolution est toujours d'actualité et en 2008 était d'une vision redoutable, je dirais, parce que depuis, malheureusement, bien peu de choses ont évolué. L'ANATEP souhaite donc que dans les prochains mois, des progrès significatifs soient constatés et cependant, encore faudrait-il qu'on se garde des solutions toutes faites et qui ne servent parfois à rien. À titre d'exemple, depuis le 1er juillet 2021, les autorités organisatrices de la mobilité doivent s'assurer que les autocars neufs utilisés pour les services réguliers de transport public routier de personnes, dont font partie les transports scolaires, donc à exception des urbains. Donc ces services réguliers routiers publics de personnes doivent être équipés lors de leur mise en service d'un système pour transporter au minimum 5 vélos non démontés. Le transport scolaire par autocar fait partie de ces services et il était théoriquement concerné par cette évolution réglementaire. Les autorités organisatrices de la mobilité pouvaient et peuvent toujours déroger à cette obligation sur décision motivée. L'ANATEP, lors de la parution du texte, s'est opposé à l'équipement des autocars scolaires en système d'emport de vélos, qu'il soit du type vertical ou de type remorque, pour plein de raisons que je ne développerai pas ici, mais qui touchent essentiellement à la sécurité des enfants et à l'utilité d'un tel dispositif pour le transport scolaire. Voilà l'exemple type de mesure qui s'affiche volontariste, mais qui concrètement est inapplicable en ce qui concerne le transport des enfants réguliers tous les jours. Par contre, si l'on veut développer dans nos territoires de l'écomobilité, il faudra bien répondre à quelques questions simples.
comment envisager les ruptures de charge entre le car et le vélo, ou le car et la trottinette qui a une forte progression ces derniers temps. Euh, on pourrait effectivement penser à une approche douce entre le domicile et le point d'arrêt. Pourquoi pas? À ce moment-là, ne faudrait-il pas, dans un proche avenir, prévoir des parkings à vélo ou des engins personnels de déplacement, les trottinettes, sur les points d'arrêt centraux, le long des itinéraires et avec éventuellement un aménagement minimum des itinéraires de transport? On convient aussi bien volontiers que la solution vélo est peut-être acceptable, mais il faudrait la favoriser dans certaines configurations rurales. Quelles sont les exigences minimales à remplir en termes de sécurité des élèves? Françoise Rossignol l'a dit, il faut convaincre, il faut que le vélo soit désirable. Et si les difficultés en termes de sécurité ou de cheminement sont pointées du doigt en secteur urbain, voire périurbain, on imagine qu'en secteur rural où les pistes n'existent pratiquement pas, avec parfois des parcours avec du fort dénivelé, les cheminements paraissent difficiles. On le voit donc, nous n'en sommes qu'aux prémices, mais il faut prévoir dans la concertation avec l'ensemble des parties prenantes d'avancer concrètement et convaincre les enfants, certes, mais convaincre également les parents de la possibilité du recours aux mobilités douces pour le transport scolaire. Je répète, essentiellement en secteur périurbain où il y a des possibilités, mais pour nous, à l'ANATEP, cela nous paraît très difficilement envisageable pour les services en milieu rural. Si Benoît veut compléter avec des observations ou bien Eric, vous êtes les bienvenus. Les micros. Non, non, c'est vraiment justement, c'est tout l'intérêt de ce que tu as évoqué tout à l'heure avec les problématiques de parcours, etc. Où je pensais aussi à la dernière loi qui, alors, je ne sais pas si elle est en application ou elle va être en application, sur la taille des collèges et le regroupement des collèges avec demain un certain nombre de collèges suite à cette directive. Alors, je ne sais plus si c'est une directive ou quoi que ce soit au niveau de l'éducation nationale qui va réduire le volume de collèges dans les territoires et ce qui va augmenter les, le temps le temps de parcours de ces élèves dans euh, durant leur trajet pour aller à l'école. Et on sait que plus on passe de temps dans les transports, moins on est performant à l'école, de par le travail scolaire qui est réduit, personnel, etc. Que ce temps de transport est difficilement utilisable à autre. Et les enfants, on peut toujours rêver en leur disant de travailler comme nous on fait quand on est dans le TGV. Euh, c'est des choses qui ne se produiront pas. Donc on sait que c'est pénalisant. Et il y a toute cette évolution-là, et donc d'où ce qui va peser encore plus sur ces problématiques de choix technologiques et de toutes les contraintes d'exploitation que vous allez rencontrer. Ça, c'est vraiment des enjeux. Hein. Benoît, c'est peut-être pas une circulaire, mais c'est très certainement l'évolution de la démographie scolaire qui fait qu'effectivement, notamment dans des Mm. collèges ruraux, tu as des départements qui effectivement sont dans une politique de fermeture de classe, mais parfois même de fermeture définitive de collège. Et à ce moment-là, il y a toute une restructuration de la sectorisation qui fait qu'effectivement, bah, les enfants doivent faire plus de kilomètres pour rejoindre leur pôle scolaire. Donc, effectivement, Avec une plus contrainte, on passe de temps, je dis- dirais qu'à ce moment-là, plus il semblera difficile de pouvoir utiliser des modes de transport dits doux, mais les enfants auront la possibilité d'accéder à des véhicules verts, propres,
Et donc, ça ne posera pas de difficulté. Bien, ben, écoutez, si vous voulez bien, nous allons terminer cet enregistrement en visioconférence. Nous avons, je pense, fait eu des échanges intéressants pour traiter la thématique que nous aurions, je répète, aimé traiter en présentiel. J'en profite pour remercier nos partenaires qui nous accompagnent sur la réalisation et l'organisation de ce séminaire, le groupe Maïf, le constructeur Iveco Bus, le groupe Keolis, le groupe Transdev et également Ubi Transport. Donc, merci à eux pour cet accompagnement fidèle aux actions de l'ANATEP et notamment aux échanges du séminaire qui, cette année, une fois de plus, donc, c'est vu sous une forme différente, mais nous espérons vous retrouver très prochainement. Merci beaucoup et à très bientôt. Et puisqu'il y a encore temps, ben, une très bonne année 2023.